Salut à tous et à toutes, c'est Raphaël. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va enfin commencer, c'est la partie 1, il y aura plusieurs parties de plusieurs vidéos plutôt sur la mise en place de mon serveur enfin à la maison. Je vais enfin en mettre un. Ça fait plusieurs années que je fais de l'informatique, etc. Moi je suis plutôt calé sur la maintenance, donc installation, gestion de partition, installation Windows, Linux, il n'y a pas de problème. Diagnostiquer une panne, remplacer, etc. un composant, il n'y a pas de problème. Mais les serveurs, c'est du réseau et c'est une autre histoire. Et donc, je vous demanderai conseil. Donc, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Je vous le dis déjà. Et puis, vous pourrez donc mettre tout au long de la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Ça met en avant la chaîne. Vous êtes déjà 1200 abonnés. Voilà. Je vous raconte un petit peu comment l'idée m'est venue. Alors, je voulais mettre un truc qui consomme pas. Moi, ce que je veux faire sur mon serveur, c'est des trucs assez simples. Peut-être un petit serveur Minecraft, c'est ce que prévu. Serveur de stockage pour stocker les données. Mettre un accès pour les sites internet de France OPG. Alors, au début, je voulais investir dans un Raspberry Pi 5. Et puis, je voulais mettre deux SSD, des gros NVMe. Je voulais mettre une batterie, machin. Puis ça aurait servi à rien parce que les Raspberry, c'est pas tant puissant que ça. Et donc, j'ai laissé un peu l'idée de côté. Et donc, ce dimanche, comme tous les dimanches, ou presque tous les dimanches, je suis allé faire des brocantes, etc. Et donc, on en fait une première, en speed. Voilà, on va à une deuxième, en speed. On va à une troisième et je tombe sur un mini PC MSI. Je regarde, etc. Et puis je reçois un appel en même temps. Ça, en gros, le hasard me disait, t'emmerdes pas avec cette machine, quoi. T'attardes pas là-dessus, quoi. Je regarde un petit peu, je vois 1,5 GHz, je vois pas c'est quoi comme type de processeur, la RAM. Je dis tant pis, de la merde, on s'en fout, on laisse tomber. Et on cherchait un écran, justement. Et à un moment donné, on tombe sur un stand et puis je dis tiens, un écran qui est assez moderne, quoi. Bon, c'est pas de l'IPS, c'est de la DALVA, du 24 pouces, non incurvé, machin. Mais bon, pour commencer, ça fait un écran sympathique. Donc voilà, et on arrive au stand et sur le coup, moi j'avais vu que l'écran. Donc sur le coup, on demande combien l'écran, etc. Et c'est qu'après que je vois à côté un mini PC. Et donc là, je vois ça. En fait, je vois ça, tu vois. Bon, c'est pas très parlant, quoi. Et puis, on voit, il nous dit c'est le tout, c'est la tour, etc. C'est un complet qui vend. Et on se dit, bon, ouais, d'accord. On voit ça, en fait, en détail. Voilà. Moi, j'ai vu ça, je dis, oui, d'accord. Bon, il le vendra au moins 200, 300 euros. Voilà. On demande par hasard, on sait jamais, hein, peut-être que... Vous savez combien il a vendu la tour, l'écran, avec clavier souris? 30 balles. J'ai dit, écoutez, moi, monsieur, je vous le prends. Puis, j'ai filé l'écran, clavier souris, je les ai rangés de côté. Donc, voilà. Un Intel Core i7 V Pro. Donc, c'est un 10700T. Voilà. Avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Alors, on va l'ouvrir. Parce que, qu'à faire. Voilà. Là. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, la façade, elle vient s'enlever comme ça. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se présente. Donc le ventilateur, tout simplement pour refroidir. Donc le processeur, il est à ce niveau-là, parce qu'il y a le dissipateur, on le voit à l'arrière. Donc processeur graphique, cette partie, elle est ici. Voilà. Ensuite, si on regarde bien, on a un petit emplacement pour la partie SSD SATA ou HDD SATA 2,5 pouces en tout cas. Donc voilà un peu plus en détail comment ressemble la façade. Donc Edit Desk. Je viens déjà de démonter cette partie-là et regardez ce que je viens de découvrir. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul emplacement NVMe, mais non, il y en a un deuxième. Voilà. Donc on va pouvoir mettre un NVMe et un autre NVMe. Si même on veut un SATA. Ça voudrait dire que on peut faire un RAID peut-être même plus intéressant que du RAID 1. Parce que le RAID 1, en gros, c'est vous avez un disque dur et puis l'autre disque dur, c'est exactement une copie à l'identique du premier. Et après, il y a le RAID 0 qui consiste à mettre deux disques qui font un seul et puis que en fait, vous augmentez les vitesses. Après, le but du RAID 0, c'est beaucoup plus instable que du RAID 1.
en l'occurrence, mais le RAID 1 vous gagnez pas forcément en vitesse. Le RAID 1 c'est intéressant quand on veut mettre un SSD et un HDD, donc voilà. C'est vrai que je l'ai fait à une époque avec MD Stormy, mais j'ai été emmerdé, donc je vous recommande pas forcément de faire du RAID 0 quoi. Donc là, je pensais pouvoir mettre un RAID 1 avec ce disque dur et puis un SATA, mais non. Je pense qu'on va plutôt faire un RAID 1 avec ce disque dur et encore un autre, enfin pas ce disque dur, mais cet emplacement de disque M2 et un M2 ici. Alors là, c'est un M2 NVMe, donc le contrôleur forcément gère le NVMe. Peut-être qu'il gère même pas le contrôleur SATA M2. Mais de toute façon, on va mettre que des NVMe maintenant. Et puis, si je veux mettre des disques durs de la capacité que j'ai envie de mettre, que j'ai dans ma tête, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Voilà. Alors, bon, au-dessus, on va en parler. J'ai l'intention d'essayer de mettre au moins des NVMe de 2 Tera, soit 2 NVMe de 2 Tera, ou 2 NVMe de 4 Tera. Le problème, c'est que 2 NVMe de 2 Tera, ça va être entre 100, 150 euros le disque dur, donc ça ferait au moins 300 euros. Et des 4 Tera, c'est entre 250, enfin 250 à peu près. Donc ça peut monter jusqu'à facilement 500 euros pour 2 disques. Donc qu'est-ce que vous me recommandez? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Après, comme j'ai envie de stocker énormément. Alors, ce que j'ai trouvé assez relativement sympathique, c'est ça. Regardez. Et là, vous avez accès au RAM. Donc là, vous voyez, vous avez des barrettes de 8. Alors, je vais essayer de voir si sur la fiche technique de la machine, on peut mettre plus que 8 Go. Si on peut mettre des barrettes de 32, je mettrai des barrettes de 32 pour faire 64. Sinon, on mettrait seulement 16 et 16 pour faire 32. Donc, j'ai l'intention de changer la RAM, changer les disques durs. La carte Wi-Fi, on va la laisser comme ça. De toute façon, j'utilise le RJ45, ça va servir en mode serveur. Mais ouais, 16 Go, ça fait un peu léger, quoi. Donc voilà, pour l'intérieur, voilà un petit peu. Donc, petite découverte, au moins on sait qu'il n'y a pas qu'un seul slot de RAM. On sait qu'on pourrait potentiellement mettre plus de RAM en 2 barrettes, en remplaçant les 2 barrettes. On sait qu'il y a 2 emplacements M2. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est remonter le tout. Et on va passer à la présentation de ce qui a déjà été fait au niveau logiciel. Au moins, la partie matérielle, c'est fait. On repasse à la partie logicielle. Il est pas beau là, entre deux trucs du setup. Je vous en montre pas plus du setup évidemment. J'essaie de garder quand même de la surprise pour la vidéo dédiée. Donc voilà la façade. C'est vrai que j'ai pas parlé des connectiques en façade, mais on a quand même 2 USB et un chip C ici et une prise jack. Voilà, c'est notable. Alors comme c'est un V Pro, j'ai configuré le Mesh Commander de chez Intel. C'est une application qui permet de la prise à distance et d'accéder au BIOS directement avec ce logiciel là que je vais vous montrer un peu plus en détail dans la partie vraiment logiciel. Voilà, moi ce que j'ai juste fait, c'est que la connexion, j'ai fait en sorte qu'elle se connecte directement sans que je puisse me connecter sans mot de passe. Là, ce que je vais vous montrer, donc j'ai rebranché RJ45 et l'alimentation. Donc voilà, donc là vous voyez que le serveur il est, donc je suis déconnecté de Mesh Commander. Voilà, donc vous voyez que le PC est éteint. Et donc là, sans toucher à la partie matérielle, on va se connecter dans un premier temps. Donc je me connecte. Voilà. Donc là, ici, si je vais donc dans Remote Desktop, voilà, il me dit que il faut Power Action. On va Power Up. Et là, vous voyez dans la partie caméra qu'il s'est démarré. Et vous voyez que cette partie-là est démarrée. Maintenant, si je fais Connect, on voit, j'ai mon grub. Hop, on va ouvrir une page Vivaldi. Donc j'ai mis un petit favori juste ici. Donc si j'essaie de me connecter, donc j'ai bien mon utilisateur. Je rentre le mot de passe. Donc j'ai déjà Proxmox qui est installé. Et donc là, j'ai la gestion de mes VM. Alors j'ai essayé de faire une VM OpenSUSE, ça n'a pas très bien marché. Et voilà, pareil pour Proxmox, je vous explique pas comment on installe Proxmox. Il y a beaucoup de gens qui font mieux que moi le tutoriel. Voilà, c'est vraiment pour vous partager qu'est-ce que j'ai commencé à mettre en place. Bon, je vous mets en accéléré cette partie-là. J'ai essayé de faire plusieurs fois la VM. J'ai essayé en premier lieu en UEFI, j'ai essayé en MBR.
Et ça a fonctionné en MBR. L'installation s'est passée. Au bout d'un certain temps, UDEV s'est débloqué en MBR. Le problème, c'est que j'ai fait l'installation de OpenSUSE, arrivé dans YaST, je fais mon installation, et au reboot, écran noir. Donc, j'ai un petit peu vu, etc. J'ai échangé, etc. sur Discord. Et avec Laurent m'a plutôt conseillé, comme les admin, alias Tood, alias Toodarch, etc. Ils m'ont tous les deux conseillé plutôt de faire un conteneur. Et ben, dans cette partie de vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai mis en place mon conteneur et comment on peut mettre en place un conteneur. En l'occurrence, OpenSUSE, il fallait absolument le faire en conteneur et non en VM. Donc je vous montre comment on procède pour faire le nécessaire en conteneur, tout simplement. Donc comme je viens de vous expliquer, tout simplement, donc j'ai créé un conteneur. Donc si on va là, voilà. Donc ça c'est mon conteneur, tout simplement. Donc hein, c'est une OpenSUSE. Donc si je démarre mon conteneur, donc elle est bien démarrée. Enfin, le conteneur, c'est au masculin. Voilà. Donc j'ai bien un accès à Internet. Si j'essaye de ping la box, voilà. Vous voyez que j'arrive à bien ping la box. Si je fais un IPA, vous pouvez voir que j'ai bien cette IP, donc 192.168.1.6. Donc voilà. Donc écoutez, en VM ça n'a pas marché. Donc voilà. Pour terminer, voilà, au moins on a le premier conteneur. Pour créer un conteneur, on retourne dans Local PVE. Dans Local PVE, vous avez modèle de conteneur, modèle. Et là, on va prendre une Ubuntu. On va prendre une LTS. Voilà, donc on la télécharge, tout simplement. Donc là, si je fais ça, voilà. Donc vous voyez, j'ai bien mon image. Elle est un petit peu plus lourde que la SUSE. Hein. Voilà, donc c'est à titre de comparaison. Donc si je retourne dans créer un conteneur, que je lui mets un mot de passe, comme on vient de voir, on va l'appeler Ubuntu en minuscule. Voilà. Le modèle Ubuntu. Voilà. Taille du disque, allez, 50. Ça devrait le faire. Nombre de cœurs, pareil, on va lui en mettre 4. Voilà, comme l'autre. Au niveau de la RAM, pareil, 4096, on va mettre 4 Go. Le swap, je le laisse comme ça. Au niveau du réseau, moi on m'avait conseillé de mettre en DHCP, sauf qu'en DHCP ça n'avait pas marché. Donc là, moi ce que j'ai fait personnellement, sur la précédente, j'ai fait ça. Donc la 6, elle est utilisée. En fait, si vous voulez, la 4, c'est le Mesh Commander là. La 5, c'est le serveur en lui-même. Pourquoi ça fait ça? Le 5, c'est le serveur en lui-même. La 6, c'est le conteneur OpenSUSE. Donc là, on va prendre la 7 pour la Ubuntu. Faut que je mette le slash 24. Et là, pareil, 192.168.1.1. Et normalement, là, j'ai pas besoin du slash 24. Donc là, on va mettre en DHCP pour l'IPv6. L'IPv4, on va le mettre en statique. DNS, on touche à rien. Terminé. C'est assez rapide. Maintenant, si on va dans console qu'on fait démarrer, on devrait avoir une magnifique Ubuntu. Là, bah écoutez, ce truc-là, il veut pas se lancer. Rien se passe. On va le stopper. Voilà, là on va le démarrer. Ah bah voilà. Donc là je suis bien sur une Ubuntu, de toute façon c'est écrit. Et alors là c'est apt. En parallèle j'ai démarré et installé les mises à jour de OpenSUSE. Donc ça marche très très bien des deux côtés. Donc là la SUSE elle est à jour. Donc on va faire un apt full-up comme ça va tout mettre à jour. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un IPA, voilà, pour vous montrer. Donc, on est bien en 1.7 sur ce conteneur. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide déjà à mettre en place un conteneur. Ça prend moins de ressources, etc. C'est plus optimisé en fait. Alors moi, je me pose la question. Tiens, tant qu'à faire, on a une petite OpenSUSE. Bon, on va se terminer la vidéo là-dessus. Est-ce qu'on peut lancer YaST 2 peut-être? Ouais, Yast 2. Donc là, écoutez, bah, on va le tenter. Donc ça va être Yast 2 pour le lancer, je pense. Et ouais, putain, ça marche.
Sauf qu'il n'y a rien dans le Yast. Le Yast, il est vide, quoi. C'est marrant parce que comme le conteneur est vide, ça sert pas à grand chose, Yast, dans ces cas-là. Après, voilà, là, c'est pas le but d'un conteneur d'installer Yast. Le but d'un conteneur, c'est vraiment d'avoir un système Linux de base. C'est vrai que là, je pense qu'on peut tous faire ces conteneurs sur Ubuntu et Debian. Enfin voilà, c'est exactement la même chose au niveau du conteneur. Alors qu'une OpenSUSE, hormis le gestionnaire de paquets, on n'est jamais dépaysé en fait de distribution en distribution. C'est ça qui est marrant sur Linux, c'est qu'on a une multitude de distributions et pourtant, on n'est jamais dépaysé. Ça reste le même noyau entre guillemets. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau d'OpenSUSE et puis d'Ubuntu au niveau du conteneur. Dans le prochain épisode, donc, on se verra pour ajouter les SSD, la RAM. Voilà, au niveau du matériel, on viendra ajouter le matériel nécessaire et on se verra configurer notre premier conteneur avec la première configuration pour mettre en place notre premier service en réseau, tout simplement. Donc, je vous laisse sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas, je le rappelle, j'ai oublié souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait avancer la chaîne. En attendant, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!